Pour conclure, nous avons souhaité inviter des acteurs de la ville et du territoire pour nous dire comment ils envisagent cette adaptation et comment ils envisagent de construire un cadre de vie pour l'immobilier. Je vais demander à Sabine Desnaux, qui est directrice exécutive chez Gecina, en charge de la recherche, de l'innovation et de... Là, tout d'un coup, j'ai un trou, pardon. Je vais appuyer sur le bouton. Et la RSE, pardon. Voilà, j'allais dire la résilience, mais non, c'est la RSE. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai malheureusement pas pu participer à la journée, mais je n'ai entendu que des échos extrêmement positifs là, depuis que je suis arrivée. Plus 4 degrés Celsius en 2050, c'est ce qu'on nous annonce. Et si nos pires scénarios de science-fiction devenaient réalité? Je crois qu'il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer vite et collectivement. L'empreinte carbone moyenne des Français doit baisser d'environ 80% d'ici 2050 pour parvenir aux 2 tonnes de CO2 par an compatibles avec l'accord de Paris. Or, même si chacun d'entre nous décidait du jour au lendemain de devenir végétarien, de prendre systématiquement son vélo pour les courtes distances, de ne plus prendre l'avion, d'acheter 3 fois moins de vêtements neufs, de manger local, de baisser la température de son logement, de s'équiper de LED, d'avoir une consommation zéro déchet, etc., nous ne serions toujours pas à l'objectif. Seul un quart de l'effort pour tenir l'accord de Paris serait réalisé. Alors oui, c'est bien collectivement et uniquement collectivement, avec également les pouvoirs publics, avec les entreprises, que nous devons mener ce combat. Cela relève de notre responsabilité d'acteurs économiques de prendre à bras le corps la question climatique et ce dans son approche holistique. J'ai la conviction que ce sont nous, les entreprises, qui devons être chefs de file sur ce sujet. Gecina est une société d'investissement immobilier. Nous possédons près de 20 milliards d'actifs, de patrimoine immobilier, tertiaire, résidentiel, situés quasi exclusivement en Île-de-France. Les risques climatiques auxquels nous sommes exposés sont plutôt de même nature au regard de la proximité géographique de nos actifs. Nos bâtiments sont conçus pour être exploités sur plusieurs dizaines d'années et sont particulièrement exposés à l'évolution des aléas climatiques. Mais comment les préparer au mieux pour résister à des événements extrêmes comme des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des précipitations intenses, des tempêtes? Les impacts peuvent être d'ordre physique, en générant des dégâts sur la structure ou les équipements techniques, ou d'ordre fonctionnel, en dégradant les conditions d'occupation de nos immeubles. Dans le cadre de notre activité, nous parlons donc bien de risques financiers, de risques de coûts de réparation, de coûts de maintenance, de dégradation de la valeur financière des actifs, de risques assurantiels, mais aussi de risques d'usage. Parce que si les espaces ne sont plus fonctionnels, parce que inondés, parce que trop chauds, parce que insupportables à vivre, donc les risques liés au changement climatique sont bien réels et constituent un enjeu majeur pour notre secteur d'activité. C'est pourquoi chez Gecina, nous avons engagé différents plans d'action pour répondre aux défis à venir. Alors c'est ce que vous voyez un peu d'illustrer, et je vais l'illustrer encore plus avec mes propos dans ce qui défile derrière moi. Tout d'abord, nous avons en 2018 réalisé une analyse des risques physiques liés au changement climatique afin de définir un plan d'action d'amélioration de la résilience de notre patrimoine immobilier. Pour cela, nous avons évalué notre risque climatique en s'appuyant sur les 3 facteurs que sont l'exposition à l'aléa climatique futur, le contexte environnant de chacun de nos immeubles, mais également la vulnérabilité physique et fonctionnelle des bâtiments. Cela nous a permis d'identifier 9 actifs prioritaires sur lesquels il fallait travailler et du coup, nous avons programmé des plans d'action adaptés pour ces actifs. En parallèle, nous avons largement poursuivi le déploiement de notre stratégie RSE qui s'appuie sur 4 piliers que sont le bas carbone, l'économie circulaire, la biodiversité et le bien-être. Concernant le bas carbone, nous sommes fixés d'être carbone neutre en 2050 et de respecter une trajectoire où nous serions à moins 30% de nos émissions de CO2 en 2020 versus 2008 et à moins 60% de nos émissions de CO2 en 2030. Au moment où je vous parle, nous sommes sur cette trajectoire.
Mais nous sommes néanmoins conscients que plus nous avançons, plus le défi est important et compliqué. L'innovation technologique, les matériaux écologiques de construction, mais aussi et surtout les comportements seront clés pour réussir. Nous travaillons ainsi, par exemple, à la captation des énergies fatales ou encore à la mutualisation des espaces, que ce soit les parkings, les business centers, les auditoriums, etc., afin d'éviter d'en construire de nouveaux inutilement. Pour accélérer cette contribution, nous avons également mis en place un fonds carbone interne dans notre entreprise qui participe au financement des surcoûts de la décarbonation de nos actifs. Très concrètement, on évalue les émissions carbone de chacun de nos actifs, on fait payer une taxe carbone interne à nos collaborateurs, on constitue ce fonds et ce fonds vient nous aider à financer des innovations qui viennent accélérer cette décarbonation. À titre d'exemple, par exemple, nous avons mis en place des douches, nous avons testé des nouvelles douches dans nos logements qui récupèrent immédiatement les calories de l'eau chaude pour les réintégrer directement dans le système. On teste, on regarde si ça marche et on aide du coup nos équipes opérationnelles à rester dans leur bilan en venant les aider à financer ces surcoûts. Concernant l'économie circulaire, nous avons généralisé les diagnostics ressources sur l'ensemble de nos chantiers. Dorénavant, lorsque nous faisons des travaux de rénovation ou des curages de bâtiments, nous identifions et déposons les matériaux qui peuvent être réutilisés. Le chantier du 75 avenue de la Grande Armée, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, qui était l'ancien siège de PSA, était particulièrement exemplaire pour nous et riche en apprentissage. Ce sont 284 tonnes de CO2 évitées grâce au réemploi, à la revente et aux dons de matériaux que nous avons déposés sur ce chantier, comme par exemple des dalles de faux plafond, des caches radiateurs, des panneaux électriques, des rampes d'escalier, des garde-corps, etc. Ça équivalait à peu près 607 mètres carrés de bureaux neufs, tout ce qu'on a pu récupérer. Et d'ailleurs, vous devez voir aussi en image, j'ai illustré avec quelques mobiliers qui ont été réalisés, certains vendus aux Galeries Lafayette. Enfin, je veux dire, on est sur des choses qui sont qualitatives. C'est pas nous qui les vendons, c'est des choses qu'on a données et des acteurs les ont transformées. Concernant la biodiversité, c'est un sujet sur lequel Gecina travaille depuis une dizaine d'années. Et pour remonter notre contribution à la biodiversité, vous le voyez aussi sur les images, nous avons engagé une importante politique de végétalisation de nos actifs, qu'il s'agisse des terrasses, des toitures, des cours intérieurs. Ça participe à la construction d'îlots de fraîcheur également. Aujourd'hui, alors que nous sommes un acteur qui est essentiellement parisien, nous avons 36% de nos surfaces qui sont végétalisées en équivalent pleine terre, ce qui est du coup très important pour un acteur qui est très, très urbain. Aussi, nous faisons intervenir systématiquement des écologues sur nos chantiers et nous venons d'inventer, avec un partenaire spécialisé, une nouvelle grille d'évaluation de la performance mais aussi du potentiel biodiversité de chacun de nos immeubles, de façon à ce que nos responsables techniques puissent s'approprier ces sujets-là et sachent comment aller encore plus loin. Nous envisageons de travailler sur les sujets d'agriculture urbaine. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des études de faisabilité aujourd'hui sur 32 de nos immeubles pour voir comment intégrer de l'agriculture urbaine sur ces immeubles. Concrètement, parce qu'il faut toujours labelliser un peu les choses pour que ça paraisse concret, nous labellisons systématiquement nos immeubles Biodiversity. Et donc, à ce titre-là, nous sommes l'acteur immobilier qui a le plus de surface labellisée Biodiversity. Quatrième pilier, le bien-être. Finalement, le bien-être, on le ressent déjà avec ce que je vous ai dit précédemment, qu'on a plus de confort thermique, de réduction des pollutions, de la biophilie, ça contribue à un mieux-être. Pour autant, nous travaillons aussi, nous renforçons nos efforts quant aux qualités intrinsèques de l'immeuble. Nous travaillons l'acoustique, la luminosité, les accessibilités. Nous travaillons l'aménagement des espaces pour qu'ils soient plus ouverts, plus hybrides, plus flexibles, plus mutualisables. Et puis surtout, nous travaillons aussi des nouveaux services aux utilisateurs de ces espaces, autour de la mobilité durable, autour de bibliothèques partagées, par exemple, dans nos résidences, de conciergerie, etc. Et là aussi, nous labellisons tout ça. Donc nous allons chercher le label WELL pour l'ensemble de nos immeubles en développement. Alors, pour conclure, nous sommes convaincus que pour s'engager collectivement, il faut que chacun ait compris et s'approprie les enjeux. Que chacun devienne acteur, que chacun devienne ambassadeur du sujet du climat. Et c'est aussi la raison pour laquelle, chez Gecina, nous sommes très attachés à essayer de fédérer, à embarquer les collaborateurs, mais plus largement aussi l'ensemble de nos parties prenantes. L'activité humaine est globalement à l'origine de ce réchauffement climatique.
sauf que les hommes et les femmes que nous sommes, enfin, on n'en est pas toujours conscient. En 2019, 100% de nos collaborateurs auront participé à la fresque du climat. Alors, nos collaborateurs, d'une part, mais aussi une partie de nos actionnaires qui nous avons fait participer à cette fresque. Un certain nombre de nos clients résidentiels ont participé également à cette fresque. C'est une animation ludique qui sensibilise aux enjeux, aux causes, aux effets du réchauffement climatique. De la même façon, on a 20% de nos collaborateurs qui ont participé aux Olympiades du développement durable que nous avons organisées en interne pendant toute une semaine, où ils ont dû faire preuve de créativité pour réussir des épreuves. Mais ces épreuves étaient une façon pour nous assez ludique d'apprendre sur ces sujets de développement durable, mais aussi de se projeter, parce qu'on leur a demandé de travailler sur des scénarios de prospective, sur les conséquences du réchauffement climatique. Alors nous sommes, Jean Jougel, qui était là ce matin, nous l'avons accompagné aussi dans le Forum international de la météo et du climat qu'il a mis en place. Et nous étions partenaires. À cette occasion, ça nous a permis aussi d'initier le grand public à la préservation des forêts, à la protection du corail, au recyclage du textile. Alors vous allez penser que c'est très loin de notre activité, mais nous l'avons fait notamment en faisant intervenir les associations que nous soutenons dans le cadre de la Fondation Gessina, qui travaille spécifiquement sur ces sujets d'environnement et de handicap. Et puis je parlais d'approche holistique, même dans la finance. Aujourd'hui, les banques nous octroient des lignes de crédit à taux réduit dans la mesure où nous réalisons des objectifs RSE sur lesquels elles nous ont incentivés. Donc nous sommes dans des accords bilatéraux aujourd'hui avec nos banques, et ainsi nous avons 910 millions d'euros de crédits responsables, ce qui représente 20% de notre dette bancaire. Donc là, je ne suis plus en train de parler d'un bâtiment en particulier, d'une rénovation en particulier, mais bien d'un engagement global de l'entreprise sur ces sujets de responsabilité. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, est-ce que tout ce qu'on a fait, tout cela est-il vraiment nécessaire ? Oui. Oui, je pense que tout cela est nécessaire parce que tout cela favorise la compréhension. Et puis, quand on favorise la compréhension, on peut imaginer que ça va favoriser l'action. Cela est-il suffisant ? Non. Je pense clairement que non. Et pourtant, on a vraiment l'impression d'être très engagé. On n'a pas que l'impression, on y est, on y va. Mais non, ce n'est pas suffisant. Parce que je pense que si nous avons pensé pendant un temps que lutter contre le réchauffement climatique suffirait, et bien aujourd'hui, il va aussi falloir vivre avec. Le réchauffement climatique aura des répercussions sociales et économiques, et je pense que ce sont les ateliers auxquels vous avez participé toute la journée, et nous ne sommes pas à l'abri que cela se traduise par une augmentation des réfugiés climatiques dans les villes, par des soucis d'approvisionnement alimentaire en période de crise. Si on a des inondations majeures, on était en train de l'évoquer juste avant l'intervention. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devenons loin des débats d'experts. L'utopie serait de croire que les choses peuvent continuer comme avant. Non. Le changement climatique est dorénavant un élément de notre quotidien. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, donc, je suis Jean-Éric Fournier, c'est écrit là, et de la société Covivio. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Covivio. Alors, j'ai une petite slide, n'est-ce pas? Mais je crois que je ne vais pas forcément dans le bon sens. Si, formidable. Alors, juste Covivio est un opérateur intégré. Nous construisons des immeubles, ou plus exactement, nous les faisons construire. Nous sommes développeurs. Nous faisons du bureau en France et en Italie, du résidentiel en Allemagne et de l'hôtellerie à l'échelle européenne. L'ensemble pèse à peu près 23 milliards d'euros, ce qui fait de nous la 4e foncière en Europe. Alors, si vous avez suivi les forums, les ateliers de la journée que personnellement j'ai pu vivre, au moins pour cet après-midi, et que j'ai trouvé passionnant, évidemment, le bâtiment est au cœur de ces sujets de résilience, et en particulier chez Covivio. Alors, comment on l'aborde? On l'aborde avec, je dirais, les deux voies d'entrée, c'est-à-dire d'une part la réduction de l'empreinte environnementale, et d'autre part l'adaptation au changement climatique qui s'avère malheureusement incontournable et qu'il faut prendre en compte.
La réduction de l'empreinte environnementale, ça passe par un certain nombre d'actions. Donc, ma camarade vous a présenté ce qui est fait chez Gecila. Alors, il y a plein de sujets évidemment qui sont communs sur notamment la biodiversité, l'énergie, par voie de conséquence les émissions de CO2 qu'on essaie de réduire avec des objectifs chiffrés, quantifiés. Pour cela, on a réalisé dès 2009 une cartographie énergétique et environnementale du parc à l'échelle européenne et qui nous a permis de nous donner des objectifs quantifiés datés pour la première période jusqu'en 2015 puis jusqu'en 2020 et maintenant bien sûr on travaille sur la suite. Et puis c'est aussi s'adapter au changement climatique jugé inéluctable. Avec des événements, des catastrophes qui, en intensité, en fréquence, ne cessent d'augmenter. Exemple, les jours de canicule qui sont à répétition de plus en plus proches. Des sujets de précipitations exceptionnelles également, comme on a pu le vivre encore tout récemment. On est le bâtiment au cœur de plein de transitions. La transition énergétique et carbone, climatique aussi, via les sujets de biodiversité, et puis numérique. Et d'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois dans l'après-midi, en me disant, mais vous faites des immeubles smart, mais finalement, est-ce que c'est si bien que ça? Vous allez avoir des capteurs, certes pour consommer moins, mais eux-mêmes consomment. Voilà, donc on a un vrai sujet aujourd'hui dans le positionnement du curseur sur ces sujets-là. Et le smart building, c'est quoi? C'est un immeuble finalement qui va être capable de dialoguer et qui va être capable de gérer de l'information entrante et sortante. Et par rapport au sujet notamment de l'énergie et du carbone, évidemment, c'est intéressant d'avoir ces éléments de dialogue, notamment avec ce qu'on appelle ensuite les smart grids, c'est-à-dire les réseaux pilotés, notamment pour l'énergie, à partir du moment où on considère qu'un immeuble va être tour à tour producteur d'énergie et consommateur d'énergie, demandeur et offreur, eh bien tout ça doit être piloté, et piloté ensuite évidemment au niveau de ce qu'on appelle pompeusement la Smart City, c'est-à-dire une ville où le numérique va avoir certainement plus d'ampleur. Là aussi, il y a des sujets qui font très peur avec la reconnaissance faciale, etc. Ça peut aller très loin. Mais en tout cas, le rêve de beaucoup, c'est de gérer des databases géantes pour arriver à mieux piloter. Donc on a eu un exposé de Sébastien Merle où j'ai bien compris que c'était pas forcément sa marotte ni son approche, que je respecte infiniment. Il faudra arriver à trouver un juste équilibre entre tout ça. Dans la résilience, j'ai noté aussi adaptabilité des modèles d'affaires, parce qu'en réalité, face à tous ces changements, à un moment, il y a dans un des premiers exposés de l'après-midi, la question a été posée de dire finalement, c'est pas un sujet technique, mais c'est un sujet de société. Et en même temps, ça nous interpelle sur la façon de faire du business et de faire évoluer notre façon de travailler, notamment avec des innovations lourdes en ce moment, autour de tout ce qui est coworking, de réutilisation, enfin de réallocation des espaces, qui modifient certainement et qui répondent à des besoins et à des envies, mais qui en même temps densifient l'occupation des immeubles au point que ça vient gommer une partie des efforts qui sont faits en matière énergétique, il faut le reconnaître, parce que on a besoin de plus de renouvellement d'air, voire de plus de rafraîchissement d'air. Voilà. Et puis j'ai noté aussi la chaîne de création de valeur qui va forcément, à partir de là, évoluer. Je sens parfois des crispations ou des inquiétudes à cet égard, mais il est évident que tous ces changements vont apporter à la fois de nouveaux métiers, mais aussi des changements profonds qui seront de nature à bousculer certaines activités. Alors, cette analyse, on l'a conduit à plusieurs échelles. Il est question beaucoup du bâtiment, mais je pense qu'il faut resituer le bâtiment. Alors, ça a été évoqué notamment dans des personnes qui gèrent des collectivités territoriales, finalement, qui se positionnent à l'échelle de la ville. Et moi, le territoire, je le positionnerai d'une manière plus large. Alors, certes, la ville représente 80% du sujet carbone en France et à l'international. Mais je ne voudrais pas qu'on oppose finalement la ville et le reste du territoire.
la ville doit vivre en bonne intelligence avec ses territoires avoisinants. Il y a des tas de sujets autour de l'agriculture, de l'alimentation, autour aussi de l'eau. Comment on récupère l'eau ? Eh bien, l'eau, la ville a une dépendance au territoire qui est assez considérable. Donc, c'est des sujets qui doivent se traiter avec une échelle plus vaste. On a déjà un changement d'échelle avec un E+C- qui va évoluer pour prendre en compte dans une génération nouvelle davantage l'échelle du quartier, par exemple. On a déjà le sujet des trams verts, trams bleus depuis la loi Grenelle 2. Donc on s'applique chez nous, Covivio, notamment en généralisant les études écologiques de façon à ce que l'immeuble soit beaucoup plus en résonance avec, enfin l'immeuble, le site soit plus en résonance avec son environnement. Donc on est notamment signataire de la charte 100 hectares de murs et terrasses végétalisées avec la ville de Paris, mais ce qui montre aussi au travers des actions qu'on peut conduire en termes d'agriculture urbaine et de végétalisation, qui sont des actions aussi beaucoup de sensibilisation de nos occupants, voire parfois des actions qui sont ouvertes à des riverains. Et c'est une sensibilisation qui va dans le sens d'embarquer plus de monde. J'ai pas entendu tellement le terme inclusif cet après-midi. J'étais pas là ce matin. Mais pour nous, on dit chez Covivio souvent ville plus résiliente et plus inclusive. C'est-à-dire que cette résilience, ça ne doit pas se faire sur le dos de qui que ce soit. Elle doit embarquer, au contraire, l'ensemble des acteurs. Et cette grille territoriale le montre. Le sujet, avec des points chauds, par exemple, sur la carte en bas à droite, en fait, c'est un sujet qui adresse l'ensemble des échelles que j'indique et l'ensemble des acteurs. Alors, dans les actions qu'on a conduites, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il y a notamment, depuis 2010, on réalise des analyses du cycle de vie pour justement mieux comprendre notre impact depuis la construction, l'exploitation, la déconstruction. Systématiquement, on remet la déconstruction dans nos ACV. Ces ACV, on les a toutes confiées puisqu'on est signataire de la charte HQE Performance, donc CCTB, et qui ça a contribué. On est dans les fondateurs de BBCA. Ça a été un moyen justement de créer ce label bâtiment bas carbone. Et c'est une approche qui nous paraît extrêmement essentielle. Dans les analyses qu'on conduit, il y a évidemment aussi la distance au transport en commun, tout un tas de sujets qui sont très prégnants pour l'utilisateur, le développement des services. Je n'y reviens pas. Des travaux aussi en termes de cartographie. Alors on a fait une cartographie à l'échelle européenne de toutes nos implantations, une cartographie biodiversité pour identifier les points sensibles, les points d'amélioration. Une cartographie interactive que j'ai pas pu vous montrer là, à l'échelle européenne aussi, où on voit chacun de nos immeubles et on a un système qui permet de voir si la mer monte de 50 cm, d'1 mètre, etc. Les impacts que ça peut avoir, quels immeubles peuvent être concernés, et économiquement, quel impact ça pourrait avoir. Des études d'impact aussi par immeuble, on en a déjà réalisé un certain nombre pour mesurer l'impact de la résilience. Alors, on est aussi sur du plus 4 degrés. La question, est-ce qu'il faut pousser plus loin ? En tout cas, les conclusions qu'on en tire, on va les utiliser à la fois sur le parc en exploitation et puis bien sûr aussi s'en servir sur les développements nouveaux pour avoir des réponses les plus pertinentes possibles. Et tout ceci nous a conduit notamment en 2017-2018 à calculer notre trajectoire 2 degrés ici présente en haut à droite, qui était en fait la question, est-ce qu'on est capable de respecter la trajectoire 2 degrés de l'accord de Paris? La réponse est oui. Alors, il n'y a pas un boulevard, mais la réponse est oui. C'est des travaux assez sophistiqués et qui ont été approuvés par initiative SBT, Science Based Target. Et justement, pour la suite de cette trajectoire, en 2019-2020, c'est de construire un plan d'action, donc carbone résilience, qui va embarquer chacune de nos activités et donner une feuille de route à chacun. D'ores et déjà, si vous voulez, il y a un certain nombre
de choses qui sont réalisées évidemment, notamment à l'échelle de nos immeubles en exploitation ou en construction, des constructions bas carbone, des travaux qui sont faits autour du choix des matériaux, la végétalisation, j'en ai parlé, des choses simples comme les brise-soleil, des choses qui sont plus rares comme des salles fraîches ou des espaces refuges, alors qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais qu'on propose parfois. L'utilisation de l'immeuble, alors j'ai fait 3 axes, la conception du bâtiment, l'utilisation de l'immeuble, où là, évidemment, en tant que propriétaire investisseur, il y a des tas de choses qui nous échappent. La politique transport de l'utilisateur, donc nous, on fait en sorte d'avoir des implantations attractives par leur accessibilité, mais ensuite la politique transport dépend évidemment de l'utilisateur, de même des sujets comme le télétravail, qui sont assez pertinents à la fois en termes de confort de vie pour les salariés de l'utilisateur et en termes d'impact carbone. Et puis le recours aux visioconférences, des sujets comme cela, finalement, notre principe, c'est surtout d'avoir des immeubles qui soient prêts à, qui facilitent en fait ces choses-là. Et donc, on a été expérimentateur. On a le premier immeuble qui est labellisé R2S Ready to Service, parce qu'on croit beaucoup dans à la fois la façon de répondre à la demande de l'utilisateur, des locataires en termes de connectivité, et puis aussi la question de la flexibilité, de la mutabilité, comment l'immeuble va pouvoir évoluer dans la durée. Ça rejoint des préoccupations souvent proches, pas forcément aussi lointaines. Et le troisième point, c'est la gestion de l'immeuble, donc bien sûr éco-gestion, la sensibilisation des équipes sur place, de nos équipes, faire de la formation, de la sensibilisation à tous ces sujets-là en permanence. Et puis, on a une politique achat responsable qu'on a lancée en 2010 et qui intègre aussi de plus en plus à la fois les sujets énergie carbone et les sujets de résilience. Un petit document qui a été évoqué cet après-midi par Magali Saint-Donat. Je ne sais pas si elle est là, qu'elle n'hésite pas à lever le bras. Merci Magali. Alors je peux en faire de la publicité puisque je n'ai pas participé à son écriture. Et donc c'est un ouvrage dont je vous recommande la lecture parce qu'il est très synthétique, aborde l'ensemble de ces sujets, sauf peut-être la dimension financière, comme l'a évoqué Sabine. C'est vrai qu'on a de plus en plus la question... on a embarqué tous les acteurs finalement de la chaîne et il restait les financiers. Donc nous, c'est plus via notamment des green bonds, parce qu'on a fait 2 green bonds de 500 millions d'euros chacun, donc ce qui représente nous 17% de notre dette. Et c'est un autre mode, mais on sent une appétence des marchés qui est assez considérable sur ces sujets. Et moi-même, je participe régulièrement à des roadshows avec notre directeur financier. Et on a de plus en plus de questions, vraiment, sur ces dimensions RSE, avec quand même un tropisme assez fort autour du carbone. C'est-à-dire que depuis l'accord de Paris et la loi de transition énergétique que tu as citée, l'article 173, en fait, qui impose aux institutionnels et aux grands investisseurs d'expliquer par le menu en quoi leurs investissements participent de cette trajectoire de degrés. Et donc, du coup, les questions que j'ai de la part des financiers sont très orientées carbone. Et les TCFD dont il a été question aussi dans un des ateliers passionnants de cet après-midi, c'est beaucoup nous inciter à identifier nos risques. Donc en plus, en France, on a la déclaration de performance extra-financière qui impose de cartographier ces risques RSE. Donc si vous ne l'aviez pas fait, il faudra le faire, je vous le préviens tout de suite, si vous êtes dans une société cotée. Et en tout état de cause, de mesurer, si possible, alors, ou de qualifier ces risques. Alors les mesurer financièrement, ça reste quand même assez compliqué, mais en revanche, on arrive quand même à les dimensionner de manière à savoir si oui ou non on peut parvenir à respecter cette trajectoire de degrés, donc ce qui est très fortement conseillé par notre ami Michael Bloomberg. Alors l'histoire dira si c'est le prochain président des États-Unis, mais nous n'en sommes pas là. Je vous remercie. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais
Peut-être rebondir tout de suite sur ce qu'ont dit Jean-Éric et Sabine, effectivement, sur le fait qu'on se sent tous évidemment concernés par ces sujets d'adaptation au changement climatique et d'atténuation du changement climatique. Je pense que ce qui est peut-être nouveau, parce que ça fait des années qu'on en parle de ces sujets-là, mais je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, je pense depuis cette année, ce sujet qui était un sujet d'experts scientifiques d'abord, puis d'experts de ces sujets assez complexes, passionnants, mais assez complexes, eh bien, depuis cette année, parce qu'il a fait 42,6 degrés à Paris le 26 juillet, c'est devenu un sujet sensible, un sujet dont finalement tous ceux qui avaient un peu entendu parler de ça se sont dit ah oui, il va faire chaud effectivement et de plus en plus chaud dans nos villes et un petit peu partout parce qu'avant-hier j'étais à Blois et à Blois aussi en juillet il a fait 42 degrés, ils n'avaient jamais connu ça. Donc ce sujet du réchauffement climatique, ça y est, ça fait plus de 30 ans, moi je m'intéresse au sujet. Je me dis, tiens, tout d'un coup, peut-être, ça y est, ça va changer de niveau de prise en compte. Et en tout cas, le fait, on le sait, ce réchauffement climatique, son origine, elle est liée à notre façon de vivre, notre façon de nous alimenter, mais surtout notre façon aussi d'utiliser l'énergie. Et donc, pour un grand groupe comme le mien, Engie, que je rejoins depuis 5 ans, l'enjeu, c'est bien justement de passer d'être une partie du problème à être vecteur de solutions. Donc, depuis 2015, le groupe Engie, qui est un grand acteur du monde de l'énergie, a pris le CO2 par les cornes et s'est dit qu'effectivement, il fallait revoir son modèle, se repositionner d'un point de vue stratégique pour être un acteur de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'une façon de vivre et de pouvoir se développer, faire de la croissance verte. Il y a encore plein de gens qui ont besoin de continuer à sortir de la pauvreté dans le monde. Et puis nous-mêmes, aujourd'hui, on n'a pas envie de changer nos modes de vie, je pense, sur le fond. Par contre, sur la forme, la façon de le faire, je pense que là, il y a un gros sujet. C'est d'apprendre à vivre d'une manière plus light en carbone, vraiment se désescalader de notre consommation d'énergie fossile, se désintoxiquer de nos énergies fossiles. Donc depuis 5 ans, notre groupe s'engage dans cette voie. En début d'année, on a vraiment réaffirmé cette stratégie à travers ce qu'on appelle un axe zéro carbone as a service, c'est-à-dire vraiment mettre toutes nos compétences, tous nos savoir-faire au service de nos clients pour apporter des solutions clés en main qui permettent de vivre, d'offrir des services à l'industrie, aux villes, aux acteurs du bâtiment, mais d'une façon la plus light possible en carbone. Et demain, en début d'année 2020, l'ensemble de nos équipes françaises qui participent justement à toute cette expertise et à tous ces services vont se réunir en une seule marque qui va s'appeler Engie Solutions. Et on va rassembler du coup près de 50 000 personnes en France qui aujourd'hui agissent à travers différentes entités, la mienne, la BU France Réseau, mais aussi mes collègues de Cofeli, Ineo, Axima, Endel, qui sont des noms que vous connaissez certainement dans le monde du bâtiment. Et ensemble, nous allons unir nos forces pour mieux servir nos clients et vraiment intervenir à tous les stades où nos clients le pensent utile pour accompagner cette transition zéro carbone. Donc notre promesse, elle est extrêmement forte. C'est d'abord, il y en a 3 finalement. Il y en a une qui est d'aider nos clients à avoir de la sobriété et de la performance dans leurs usages de l'énergie, et notamment dans les bâtiments existants. La deuxième qui est de décarboner le mix énergétique, parce qu'une fois qu'on aura été sobre, efficace, il restera un besoin en énergie et qu'on essaiera d'apporter la manière la plus décarbonée possible. Et puis enfin, travailler l'éco-conception, toute la préparation des bâtiments de demain, parce qu'une grosse partie du parc existe déjà, est déjà là, il faut s'en occuper, mais on continue bien sûr à construire, à rénover, et il faut qu'on puisse le faire en utilisant les meilleures solutions, les plus éco-responsables. Donc ce colloque aujourd'hui, il est pour nous effectivement un moment important, et pour ça que j'ai pas mal de mes collègues d'ailleurs qui sont impliqués avec vous, qui réfléchissent avec vous sur tous ces sujets-là. Le message que je voulais passer aussi avec vous dans ce moment, c'est que
ce réchauffement climatique qui est tangible, donc auquel il faut d'une part s'adapter, puisqu'il est déjà là, et en même temps continuer bien sûr le combat et l'atténuer, parce qu'il faut pouvoir le limiter. Les objectifs, ils sont connus. Maintenant, ils sont en tout cas explicités par les experts. Il faut réussir à aller vers le zéro carbone à 2050 collectivement à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que ça paraît un objectif dingue, quoi. Enfin, quand on aujourd'hui, donc on sait qu'on peut baisser, mais baisser jusqu'à être net zéro, hein, parce que on continuera à en produire un peu du CO2 dès qu'on respire, on produit du CO2. Mais l'important, c'est d'avoir des amis les plantes qui elles les récaptent à peu près pour que du coup, au global, ça reste équilibré. Donc la question, c'était, est-ce que c'est même... Donc on sait que c'est nécessaire, les scientifiques nous disent il faut le faire, sinon effectivement on va menacer tellement l'équilibre de notre planète qu'on met en jeu notre écosystème, la biodiversité, les bactéries continueront à exister. Par contre nous, c'est moins sûr, donc il faut quand même s'en occuper de façon sérieuse. Donc ça c'est ce que disent les scientifiques. Et donc, ça paraissait important d'essayer de regarder est-ce que c'est possible. Et donc, je voudrais dire juste 2 mots d'une petite étude très intéressante que dont je vous invite à prendre connaissance, si vous le pouvez, qui s'appelle ZEN, France ZEN, qui a été France ZEN 2050, qui a été menée par EPE, Entreprise pour l'environnement, donc un consortium de plein d'entreprises avec l'appui d'experts, et qui a montré que, en faisant une espèce de backcasting, est-ce que c'est nécessaire? Oui, mais est-ce que c'est possible? Oui. Donc leur réponse est encourageante, c'est oui, c'est possible. C'est possible avec un certain nombre de conditions, bien sûr, qui sont celles que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut qu'on se sente tous concernés. Il y a plein de... C'est pas les pouvoirs publics tout seuls qui peuvent résoudre le truc, c'est pas les entreprises toutes seules qui peuvent résoudre le truc, c'est pas les citoyens tout seuls, c'est effectivement un peu tout le monde ensemble. Donc, et puis il y a un certain nombre de sujets qui vont être cruciaux, la gestion de la biomasse, la gestion donc des terres, effectivement. Donc ça met le doigt sur les sujets sur lesquels il faut qu'on se dise qu'effectivement il y a une gouvernance ensemble pour attaquer ces sujets-là. Mais donc je trouvais que cette étude elle est passionnante parce qu'elle dit ok, zéro carbone c'est nécessaire, mais donc c'est possible. Et donc surtout c'est finalement désirable puisque souvent, lorsqu'on va faire ce travail de se désintoxiquer des énergies fossiles, en même temps, on va améliorer un certain nombre d'autres choses, et notamment, souvent, les questions de pollution de l'air. Et donc, c'est particulièrement vrai dans les villes. Lorsqu'on fait sortir les énergies fossiles, on participe aussi à améliorer la qualité de l'air. C'est vrai en France, mais vous voyez que le principal moteur, le déclencheur au départ dans des grands pays très très nombreux comme la Chine ou l'Inde, c'est la pollution atmosphérique. C'est ça le principal déclencheur, que de toute façon, ils avaient déjà chaud avant, ils avaient déjà du 42 degrés avant, donc eux, c'est pas, le déclencheur, c'est pas la température, c'est la pollution atmosphérique, c'est ça qui fait bouger les lignes. Donc voilà, pour mon message, c'est ça, hein, c'est nécessaire, c'est possible, c'est désirable, et du coup, comment on va faire ça On va le faire tous ensemble, on va le faire si nos clients ont envie effectivement qu'on le fasse. Et donc moi j'avais envie de vous présenter quelques solutions qui participent à cette transition zéro carbone et à l'adaptation, parce que de fait on va dans un monde où il va faire chaud. Donc quelques solutions. D'abord les réseaux de froid. Dans un moment où il va faire chaud, et notamment en ville, on l'a vu avec le graphique qu'a présenté Jean-Éric, avec le phénomène d'îlot de chaleur urbain, il va faire déjà chaud un peu partout, mais en particulier dans les villes, compte tenu de la concentration d'activités humaines. Et même si les villes vont s'adapter, en développant la végétalisation, la désimperméabilisation des sols, et même si les bâtiments s'adaptent avec la protection solaire, etc., si tout le monde fait un certain nombre d'efforts par la densité d'usage, on aura, dans un certain nombre de cas, besoin de rafraîchissement. Et pour faire ça, il y a soit des solutions autonomes, soit des réseaux de froid. Les réseaux de froid sont aujourd'hui les solutions qui sont 2 fois plus efficaces que les solutions autonomes et qui permettent d'évacuer la chaleur plus loin que les solutions autonomes qui ont tendance à vous les envoyer juste sur vos pieds quand vous passez dans la rue. C'est le climatiseur et dans la petite supérette locale. Donc oui, il y a des infrastructures qui existent.
ces enjeux de penser la ville avec son enjeu de réchauffement et donc de réponse à ce réchauffement, complémentaire de toutes les solutions bioclimatiques. C'est important de le prévoir dès maintenant, de penser en fait la ville avec sa 6e face. C'est la 6e face de la ville. On pense souvent aux 4 faces visibles de la ville. On pense à sa 5e face, sur laquelle on va pouvoir utiliser peut-être les toitures pour mettre du PV ou végétaliser. Mais il y a une 6e face. Le souterraine, on la voit moins, mais c'est hyper important. Et sachez qu'on peut utiliser cette 6e face pour apporter justement plein de services efficaces, et notamment ces réseaux de froid. Deuxième exemple que je voudrais utiliser, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les bâtiments intelligents, je dirais même peut-être les bâtiments adaptables. En fait, en utilisant de mieux en mieux toutes les technologies numériques, on va pouvoir rendre les bâtiments un peu plus adaptables. Aujourd'hui, c'était quand même assez compliqué quand on changeait d'usage de changer de bâtiment. Maintenant, plus on partagera la connaissance du bâtiment, comment il fonctionne exactement, on pourra un petit peu plus optimiser son usage. Et évidemment, ça peut avoir un impact très important sur la quantité d'énergie qui est nécessaire. Mais on prend le point sur ce que vous avez signalé sur la consommation de l'énergie du digital en tant que secteur industriel aussi. Les data consomment de l'énergie. Donc il faut aussi être très vigilant dans les technologies digitales qu'on utilise. Certaines technologies digitales sont light en consommation d'énergie, donc en carbone. Certaines technologies digitales, par exemple comme la blockchain, sont des gouffres en termes de consommation énergétique, donc arriveront, sauf si elles changent de technologie, mais sinon sont un vrai verrou en fait, pour être utilisées largement. Donc voilà, ce qui me fait croire qu'en fait, il y a beaucoup de solutions pour aller vers des villes qui soient adaptées au changement climatique et bas carbone, qui aient des bâtiments adaptés et bas carbone. Quelques autres petits exemples. La question de la qualité de l'air. Jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé, nous, en tant qu'acteurs industriels, potentiellement pollueurs, puisqu'on pilote, enfin, on a des centres de production d'énergie. Et donc, mon premier souci, c'est de maîtriser nos émissions. Et c'est ce que fait tout le secteur automobile aussi. Voilà, tout acteur qui produit, enfin qui consomme de l'énergie, doit d'abord faire attention à limiter ses émissions. Mais malgré ça, ce qu'on constate, c'est qu'un certain nombre de villes ont des sujets ou des lieux particuliers se mettent à concentrer quand même quelques sujets de problèmes de qualité de l'air. Et là, en termes d'adaptation, on voit que commencent à émerger aussi quelques solutions, là pour l'instant expérimentales, de rémédiation locale de sujets de qualité de l'air. On est en train de tester ce type d'équipement dans une école à Vélizy, tout près de notre site de production de CPCU à Saint-Ouen. Et ce type de technologie, on va dire, pour simplifier, que ça lave l'air ambiant et ça permet de piéger les particules fines, les composés organiques volatiles, et puis après les gaz classiques, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ozone, les NOx, et puis aussi les pollens. Je parle en témoignage en tant que personne allergique au pollen. Je sais que quand on va revégétaliser la ville, j'aurai plus de rhume des foins qu'avant, donc peut-être il faudra traiter ce problème des pollens. Et puis un dernier exemple, puisque effectivement une conviction très très forte, c'est que nous avons été impactés ces dernières années dans tous les domaines de l'économie par l'émergence du digital, on vient d'en parler, et je pense que dans les années qui viennent, on sera tous impactés dans tous les secteurs de l'économie par le végétal. Même transition, même nécessité d'incorporer ce sujet du végétal au cœur de nos business. Alors d'un point de vue, pour faire chic, on va dire, c'est les SFN, les solutions fondées sur la nature, comme on le dit en anglais, Nature-Based Solutions. Voilà, donc ça fait très chic, mais concrètement, c'est vrai qu'on avait parfois perdu un petit peu le contact avec le vivant et le végétal, et là il revient à grands pas, et c'est très bien. Et c'est vraiment important de se rendre compte que le végétal, c'est pas juste pour faire beau, ça a des vraies fonctions, d'abord de bioclimatisme, avec l'évapotranspiration, et puis ensuite d'épuration. Enfin, donc,
voilà, on est en train de redécouvrir qu'on a besoin du vivant et on a besoin du végétal, que c'est complètement consubstantiel à notre capacité de vie. Et donc c'est très important bien sûr de s'intéresser à baisser les émissions de fossiles et baisser les émissions de CO2, mais surtout d'être attentif à la biodiversité et à notre environnement vivant. Et donc c'est pour ça que dans un certain nombre de nos projets, nous aussi, on s'intéresse à introduire dans nos offres, en lien avec des partenaires qui sont des spécialistes de ces sujets-là, eh bien, justement tout ce que le potentiel des solutions fondées sur la nature peut apporter. Et on va jusqu'à, comme l'image du milieu, Sierradel, qui est une petite filiale de modélisation à l'échelle de la ville, on peut simuler effectivement l'apport, j'allais dire technique, mais biologique, que peut apporter la nature à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'une ville. Et donc c'est pour ça qu'on regarde un certain nombre de partenariats technologiques que développent des PME, des grandes entreprises, mais aussi des PME qui sont particulièrement actives sur ce sujet-là. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Urban Canopé dans la salle. Et voilà, vous faites partie des entreprises, évidemment, dont on admire beaucoup l'innovation et ce que vous faites. Pareil avec Topager, qui, sur le campus d'AgroParisTech, travaille avec nos équipes pour végétaliser les toits et rendre des services aux usagers. Et puis, j'avais parlé de Blois tout à l'heure, j'ai envie de dire un dernier mot, parce que pas parler que d'Engie et de nos partenaires. En tant que coprésidente du MEDEF sur la commission transition écologique et économique, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres chefs d'entreprise à Blois avant-hier, et j'ai rencontré donc Monsieur Poisson, le président de la Fédération régionale du bâtiment, qui a une petite PME en matière d'isolation. Il fait des blocs baies. Donc, il a d'abord inventé des systèmes de double vitrage, puis ensuite de blocs baies qui permettent de l'isolation par l'extérieur avec un pack vitrage déjà intégré. Donc il m'a raconté une histoire où il a participé à une grosse rénovation de 19 bâtiments assez dégradés dans un centre-ville où l'État, l'ANA, enfin tous les acteurs locaux ont mis beaucoup d'argent pour aider cette énorme copropriété dégradée à se rénover. Et ils étaient prêts, ils avaient fait tout ce bloc baie intégré super. Et puis, le jour où 2 jours après avoir commencé leur chantier, les services de l'État sont arrivés en disant « Attendez, vous ne pouvez pas faire ça, parce qu'en fait, il y a des martinets qui nichent dans cette copropriété. Et les martinets noirs, ce sont des super oiseaux migrateurs. On ne peut pas détruire leur habitat comme ça, il faut trouver une solution. » Et ce chef d'entreprise, qui a vraiment impressionné, s'est dit « Ok », il s'est intéressé aux martinets noirs pour comprendre pourquoi on venait l'embêter, arrêter son chantier pour des petits oiseaux. Et effectivement, il a pris conscience de l'intérêt de ce qui était en train de se passer sur ce site très ponctuel, dans un endroit très très particulier. Et il a tout simplement inventé du coup des coffrets de volets roulants avec un nichoir pour martinets intégré dedans. Et donc ils ont installé leur bloc baie, mais adapté pour pouvoir accueillir ces oiseaux. Et du coup, la migration suivante, effectivement, les martinets ont retrouvé leur nid et continuent du coup à faire un arrêt dans cette ville, dans ce quartier qui n'est plus dégradé, qui a été rénové, mais qui continue à accueillir ces martinets. Voilà, donc ce petit éclairage pour vous dire que Engie, on est des partenaires engagés, on se veut agile, capable de travailler dans un monde ouvert avec plein de partenaires, des grandes entreprises, des petites entreprises, des pouvoirs publics. Moi, je crois beaucoup au système D. On vit dans un monde qui doit être décarboné, qui va être digitalisé, qui est très décentralisé. Les solutions seront aussi souvent locales et adaptées au local, proches de nos clients. Et puis un dernier D, déterminé, parce que ça ne va pas se faire tout seul et ça va demander beaucoup d'engagement de chacun d'entre nous. Merci. Je vais essayer de ne pas redire ce qu'on vient d'entendre et de vous faire partager une conviction qui est la mienne, qui est que ce défi climatique appliqué aux immeubles et à la ville est infiniment compliqué
parce qu'il s'applique à des biens qui sont eux-mêmes en profonde mutation. En d'autres termes, ce serait assez facile si on avait un terrain de jeu stabilisé sur lequel on puisse appliquer des recettes, des méthodes pour adapter le terrain de jeu à cette donne climatique. Mais le terrain de jeu, il se transforme à très grande vitesse. Et c'est de cela dont je veux vous parler, non pas pour faire peur ou pour qu'on parte d'ici en disant c'est encore plus compliqué que je pensais, mais parce que je crois que ces mutations qui sont en train de se développer et qui en somme transforment notre relation au bâtiment, ces mutations sont une chance pour accueillir les réponses aux défis climatiques. Alors, si vous acceptez le pas de temps que je crois être convenable pour porter une appréciation sur des grandes évolutions liées à l'immeuble, c'est-à-dire le demi-siècle, période de 50 ans, on peut dessiner à grands traits le paysage suivant. Les 50 dernières années du siècle écoulé ont été des années consacrées à la reconstruction du pays et au développement à marche forcée de constructions dont on avait besoin pour accueillir à la fois notre activité industrielle et le développement des services qui apparaissaient, mais aussi pour loger toutes ces populations qui soit avaient perdu leur logement par fait de guerre, soit revenaient d'Afrique du Nord, soit étaient des immigrés qu'on accueillait bras ouverts pour faire tourner notre industrie, soit des gens que l'exode rural conduisait dans les villes. Et pour répondre à ce défi, on a eu des ingrédients assez simples, qui étaient un État fort qui se colle au sujet, donc des règles très directives, une organisation extraordinairement normée de la production, une approche quantitative, il fallait produire beaucoup, et peu d'imagination dans cette production, on se contentait de locaux assez stéréotypés, avec un avantage inouï qui est un foncier largement disponible. Parce qu'à l'époque, on ne se torturait pas l'esprit pour savoir si on allait ou pas faire mal en artificialisant des sols ou en gagnant sur des terres agricoles. Bref, une activité très productiviste, très centralisée, très étatique, très normée. C'est plus du tout l'époque vers laquelle on va. Et si je garde ce temps du demi-siècle, et si j'essaye de vous dire ce que sera, à partir de 2050, l'immobilier, en me donnant le droit de me tromper, je vous décris un paysage complètement différent. Je vous décris d'abord un État faible, qui laisse assez largement la main. Je vous décris ensuite une ressource foncière finie, au sens de « il n'y en a plus ». Ce qui conduit à un besoin évident de retravailler l'existant. Comme on dit dans le jargon des spécialistes de la ville, reconstruire la ville sur la ville. Mais le mot rénovation, faire du neuf avec du vieux, rend assez bien compte de cette idée. Ça veut dire que les constructions de demain, elles vont être des adjonctions de construction ou des surélévations.
un accroissement de la densité de la ville et pour beaucoup, un recyclage de l'existant. D'ailleurs, dans le même temps, ceux qui sont attentifs à ce que font les grandes villes aujourd'hui, tous les promoteurs vous diront que pour traiter un bâti existant et essayer d'obtenir un permis de démolir avant le permis de construire, il faut s'y prendre à 2 fois pour convaincre la ville du bien fondé du permis de démolir. À Paris, si on ne démontre pas l'impossibilité de recycler l'existant, on n'a pas le permis de démolir. C'est maintenant clairement fait. Et puis, dernière mutation profonde, dans le temps passé que j'ai décrit, on s'intéressait aux bâtiments parce qu'on postulait que des logements assez similaires ou des locaux d'activité fonctionnels trouvaient leurs occupants ou leurs acquéreurs. C'est-à-dire qu'on avait une approche d'ingénieur par le bâtiment. La fin du XXIe siècle, moi je prédis qu'on aura une approche beaucoup plus sociale, sociétale, par les personnes. C'est-à-dire qu'on ne va plus continuer à produire du logement et je suis sûr que je vais trouver des gens pour occuper, acheter et vivre dedans. Non, non. On a des populations qui sont fragilisées, on a des populations pour lesquelles l'accès au logement est en soi un problème parce que habiter un logement n'est pas une question simple pour des gens qui ont été cabossés par la vie. Et il y a donc, on entre donc dans une ère du sur-mesure immobilier. Il va falloir s'adapter à des besoins nouveaux. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que ces besoins, ils vont pas être stables. Ils vont changer, ils vont évoluer. Ils sont comme ça aujourd'hui, ils seront comme ça, ils seront différents demain. Et là, je ne sais pas prédire ce qui prendra la suite du coworking, du co-living, de mouvements probablement profonds qui vont guider la fabrication de la ville de demain. Et on voit bien, pour passer de l'état 1, le vieux monde, à l'état 2, ce monde de demain, on voit bien ce qui se passe en ce moment du point de vue de l'État, qui est j'ouvre les vannes à l'innovation en permettant d'expérimenter. J'invente le permis d'innover. Je suis prêt à ce que sur un territoire, on expérimente des solutions. Je vais avoir une approche beaucoup plus respectueuse des personnes en se préoccupant de leur santé. La qualité de l'air intérieur qui a été évoquée à plusieurs reprises est évidemment une question que l'État ne peut plus longtemps laisser sans traitement puisqu'il sait la mauvaise qualité de l'air intérieur. Et donc il faut organiser les choses pour que cette qualité de l'air s'améliore. Il faut organiser les choses pour que le vieillissement puisse être traité en permettant que les locaux, les logements s'adaptent à des personnes qui ont des besoins différents parce qu'elles vieillissent, et en ouvrant la voie à l'expérimentation, à l'innovation, l'État fait le premier pas. Mais il ne traite pas tout lui-même. On n'est plus du tout dans cet État omnipuissant. Et on va voir, ce sera l'étape qui viendra, même si ça tarde à venir, on va voir que la politique du logement va se décentraliser et que j'imagine qu'en 2050, il n'y aura plus de ministre du logement, peut-être même avant, et qu'il y aura des collectivités qui se chargeront du sujet avec des pratiques, des solutions, des règles différentes suivant les territoires. C'est ce chemin-là
de profondes mutations de notre relation au bâtiment et à l'espace urbain, dans lesquelles il faut s'inscrire pour faire face aux défis climatiques. Donc on a un terrain d'assiette qui est mouvant, qui est changeant, profondément changeant, et sur lequel il faut impérativement réduire les émissions de gaz à effet de serre et freiner les conséquences du réchauffement climatique. Alors je dis que c'est une chance, parce que je crois que c'est dans les périodes de mutation ou profonde, dans les périodes où on accorde un intérêt plus grand aux personnes qu'aux biens, qu'on peut collectivement faire bouger les choses. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces mutations, mais il ne faut pas les ignorer. On ne réglera nos questions que si on accepte de comprendre qu'on n'est pas sur une matière inerte, mais une matière en pleine évolution. Et alors, on pourra relever le défi climatique, parce que les exigences d'adaptation, de résilience qui ont été évoquées, elles sont celles que les gens vont réclamer à l'égard des logements et des locaux professionnels qu'ils occupent. Alors, un dernier mot. Je n'étais pas là ce matin, ni même dans la première partie de l'après-midi, pour savoir quel est le sens de ce 4 degrés en 2050 qui est énoncé sur le document de la journée. J'espère que l'on vit cela comme un cauchemar impossible, parce que peut-être que Jean Jouzel vous l'a dit ce matin, mais 4 degrés, c'est insensé. C'est insensé. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire climatique, le réchauffement qui s'est opéré sur 10-12 000 ans, qui a mis un terme à la dernière période glaciaire, c'est 4-5 degrés. Hein, c'est-à-dire 4-5 degrés sur 10-12 000 ans, ça entraîne des disparitions complètes de la faune, d'une partie de la faune, transformation complète des espèces végétales et animales, une montée des eaux de 120 mètres, hein, la Manche, la mer Noire, il y a 9000 ans, mon golfe du Morbihan, il y a 5000 ans, 120 mètres. Ça veut dire que si on entre dans un 4 degrés et sur un temps extraordinairement plus court que les 10-12 000 ans que j'évoque, je crois que nos sujets, on n'en parlera plus. En d'autres termes, on sera dans des disparitions de populations massives et une lutte pour la vie qui conduira à évidemment des mouvements de population tels qu'ils apparaîtront ressembler aux grandes invasions d'autrefois. Donc j'espère bien qu'on a évoqué ça comme un horrible épouvantail et qu'il faut qu'on se dise tous que c'est quelque chose de véritablement insupportable si l'on veut continuer à vivre ensemble. Je vais conclure cette journée qui a été extrêmement dense. Et je voudrais d'abord tous vous remercier de votre participation et de l'écoute que vous avez eue et des échanges qu'on a pu avoir les uns avec les autres, et que j'espère que cette journée vous a inspiré. Et je voudrais aussi remercier l'ensemble des intervenants qui se sont pliés à toutes nos exigences en matière de timing. On vous a fait une journée, alors mes origines bretonnes ressortent, on vous l'a fait un peu phare breton, c'est-à-dire qu'on a essayé de traiter le maximum de sujets en un minimum de temps. Je voulais aussi remercier chaleureusement toute l'équipe de Harpas Trans qui s'est mobilisée depuis plus de 6 mois pour l'organisation de cette journée
que ce soit pour traiter le fond et que pour traiter la logistique et dans ce bel endroit. Alors, juste pour conclure, les objectifs de la journée, c'était donc de bien travailler, enfin de bien prendre conscience que cette urgence de ce réchauffement climatique, alors je ne sais pas si le plus 4 degrés est totalement irréalisable, mais je pense que chaque degré compte. Et je pense que ce matin, Jean Jouzel nous a montré qu'il y avait plusieurs scénarios possibles. Et donc, je pense qu'on a tous compris aujourd'hui qu'il y avait une urgence à travailler sur cet enjeu d'adaptation et de travailler sur les conséquences que ça va avoir sur les bâtiments, sur les quartiers et sur les villes. Le deuxième enjeu, c'était de montrer aussi que cette adaptation des bâtiments au changement climatique était multiple. C'est-à-dire que les réponses sont globales, et j'espère qu'à travers la méthode qu'on vous a proposée, vous avez bien pu prendre conscience que cette adaptation se faisait sur un ensemble de sujets de manière holistique. Et enfin, on a essayé de vous montrer qu'il y avait de multiples solutions, qu'elles étaient possibles d'être mises en œuvre, qu'elles n'étaient pas que techniques, qu'elles pouvaient être digitales, mais qu'elles pouvaient être aussi low-tech. J'ai un bon ami architecte qui me parle souvent d'un bâtiment qui doit être capable de fonctionner en mode dégradé, si jamais on est face à un événement climatique difficile. Et donc, je pense aussi que les solutions on a montré qu'elles pouvaient s'inspirer du vivant, qu'elles pouvaient impliquer les habitants, qu'elles n'étaient pas que techniques ni technologiques, qu'elles impliquaient aussi les organisations et que la résilience collective et individuelle faisait partie de la réflexion. Et donc, il faut que les acteurs du territoire et que les acteurs économiques s'emparent de ce sujet et reconsidèrent les modèles économiques. Et j'aurais tendance à dire, comme Philippe Pelletier, que cette période et cette situation est une opportunité d'embarquer les habitants dans la construction de la ville, de l'éco-construire, peut-être plus dense, mais qui sera peut-être plus désirable et qui nous permettra de bien vivre ensemble et d'ensemble pouvoir faire face aux aléas climatiques. J'espère que vous avez réussi et que nous avons essayé de vous faire en sorte que vous avez nourri votre réflexion sur ce sujet et que cela va alimenter vos plans d'action futurs. Alors maintenant, on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire demain. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à ce colloque d'aujourd'hui. Nous voudrions continuer à approfondir le sujet, à documenter les solutions qui nous paraissent multiples et qui sont loin d'être totalement décrites aujourd'hui. Et surtout, on cherche à ce que les solutions soient en synergie avec la transition environnementale, qu'il y ait des co-bénéfices entre les solutions que l'on donne à l'adaptation et à cette transition environnementale, en particulier sur la partie énergétique et sur la partie carbone. Alors peut-être vais-je aller trop loin, mais nous souhaitons réfléchir de manière scientifique, peut-être à travers une thèse, sur ce que serait le fameux scénario, le RCP 8.5, qui projette pour la France éventuellement plus 6 ou plus 7 degrés, et voir quel est le plan d'action à mener. C'est vrai que ça crée des craintes, des stress, mais je pense que si on travaille pour mieux identifier les risques, cela nous permettra peut-être de mieux nous adapter sans pour autant atteindre ce scénario. Voilà, on vous tiendra au courant, on vous invitera à de nouveaux petits déjeuners, peut-être de nouveaux colloques sur le sujet. Et je vous invite à nous suivre sur ces réflexions. Et je vous donne rendez-vous en 2020 pour continuer à réfléchir sur ces sujets. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.